Bien, bonjour à toutes et tous. Je suis Charlie Renard, je suis professeure de philosophie et animatrice d'ateliers philo pour enfants. Je suis directrice de la collection Sages comme des images, sous la supervision de Laetitia Venia, qui est directrice associée de la maison d'édition Bel et Bien. Alors, je remercie vivement la Fédération des éditions indépendantes et le Salon de Montreuil de m'accueillir aujourd'hui pour les lundis de l'édition indépendante. Et afin de réfléchir avec vous sur le thème des premières fois dans la littérature jeunesse, je vous propose de commencer notre voyage par quelques remarques philosophiques. Alors, tout d'abord, pourquoi s'intéresser aux premières fois? Le thème des premières fois n'est pas classique en philosophie. On est plus habitué aux notions comme la vérité, le bonheur, la justice ou l'art. Mais le moins qu'on puisse dire, c'est que quand on s'y penche un peu, les premières fois sont un objet complexe et fort intéressant. Alors d'abord, elles frappent par leur non-exhaustivité. En soi, il y a des milliards de premières fois, non aperçues, oubliées, ignorées, peut-être parce qu'elles sont souvent immédiatement dernière fois, mais aussi parce qu'on n'y fait pas attention, tout simplement. Les premières fois sont donc toujours celles qui sont remarquées, car remarquables. La première fois ou les premières fois sont également difficiles à circonscrire. C'est difficile de retrouver une unité. À partir de quand commence la première fois? Quand finit-elle? Y a-t-il des prémices à la première fois? Des types de premières fois? Des premières fois propres au sujet qui les vivent? Toutefois, n'est-elle pas première? Troisièmement, quand on parle de première fois, on présuppose un ordre, une succession, voire une numération, des fois qui succèdent à la première. Mais si elles sont la troisième, la 15e ou même la 70e fois, c'est bien en un sens que c'est la même fois tout en étant une autre différente. Ensuite, la première, ça n'a pas seulement une valeur numérique, ce n'est pas juste le chiffre 1. Elle est bien souvent aussi symbolique, car inaugurale. Il y a un avant la première fois et un après la première fois. Plus intéressant encore, on peut se demander si on peut vraiment vivre une première fois en tant que telle, si elles sont véritablement expérimentables. Parce qu'on ne sait pas ce qui adviendra. Nul ne sait s'il y aura d'autres fois. Les premières fois sont-elles des illusions ou des constructions a posteriori? Les premières fois sont souvent associées aux enfants et aux adolescents. C'est d'ailleurs le titre de cette matinée. Et de fait, il y a une réalité sociale et physiologique. Être jeune, cela veut dire expérimenter quelque chose pour la première fois, beaucoup plus souvent que quand on est adulte. Donc s'ajoute la possibilité aussi de la perte de mémoire des premières fois quand il s'agit des adultes. Autrement dit, c'est pour cela qu'on peut considérer que les premières fois sont souvent reconstruites a posteriori. La première fois, finalement, elle a souvent une valeur parce qu'on lui fabrique une ascendance qu'on ne lui connaît pas au moment où on la vit. Et donc, elle n'est rien pour nous au moment où on la vit, et c'est ce qu'on en fait, soit par le projet qu'on anticipe, soit par le passé, justement, des fois qui ont précédé. Les premières fois sont aussi uniques, parce qu'elles sont impossibles à revivre. Par définition, un événement ne peut avoir lieu qu'une seule fois. Le temps, il est irréversible, et du coup, il rend les premières fois irrévocables. Et cela peut provoquer des émotions, des sentiments, par exemple la nostalgie, les remords ou les regrets. Si on prend l'exemple que prend Yankelevitch dans son livre sur le temps, il parle donc d'Ulysse qui, quand il revient à Ithaque n'a pas changé de lieu, donc l'espace, lui, est réversible, mais par contre, Ulysse a changé. Et donc, finalement, c'est cette irréversibilité du temps qui crée justement cette nostalgie et ce manque, finalement, d'un passé. Les premières fois, elles sont aussi singulières et intransférables, donc potentiellement inaccessibles à autrui. La première fois, elle est toujours personnelle, elle est propre dans la façon de le vivre, dans l'émotion que ça nous fait. Et donc, c'est toujours la première fois de quelqu'un. Alors, on pourrait évidemment m'objecter qu'il y a certaines premières fois qui seraient les premières fois de l'humanité. On peut penser par exemple à Neil Armstrong qui a posé un petit pas sur la Lune et qui dit que finalement c'est un petit pas pour un homme, mais un bond de géant pour l'humanité. Mais on est d'accord que là, il s'agit d'expériences très particulières. Et donc, si les premières fois sont propres à une personne, sont propres à quelqu'un,
elles ne sont pas transférables, elles ne sont pas interchangeables. On ne peut pas, par exemple, demander à quelqu'un de vivre la première fois à ma place. Par exemple, je ne sais pas si j'ai envie de goûter un plat, un fruit que je n'ai jamais goûté, eh bien, je ne peux pas demander à quelqu'un d'autre de le faire pour moi. Ce n'est pas quelque chose de transférable. Et puis, enfin, on pourrait rajouter le fait que cette première fois, comme je disais tout à l'heure, n'est pas seulement numérique, mais symbolique et surtout émotionnelle, puisque en tant que première fois, elle condense finalement tout un tas d'émotions particulières, d'intensités, qu'elles soient négatives ou positives d'ailleurs. Alors, en vérité, les premières fois, les débuts ont déjà été théorisés très récemment par une philosophe qui s'appelle Claire Marin, dans son livre qui s'appelle Les débuts, par où recommencer, qui a été publié en 2023. La philosophe Claire Marin expose ces subtils moments de bascule de l'existence, donc ces premières fois qui vont faire basculer l'existence. Je vous lis le texte de Claire Marin parce que je trouve qu'il est vraiment intéressant et il va éclairer les propos qui vont suivre. Les débuts, c'est tout ce qui crée en nous une espèce de décalage, de curiosité nouvelle, un sentiment d'étrangeté, autrement même ce qui est familier, comme si on avait intégré un peu malgré nous la perspective d'un autre. Cette présence un peu étrangère en nous, prenant de plus en plus de place, dit que quelque chose de neuf est en train de débuter. Cette petite altérité qui surgit en nous est le signe que quelque chose est en train de se produire, même si c'est invisible, même si ça ne se matérialise pas. Pas besoin de partir à l'autre bout du monde pour qu'il y ait un début. Cela peut être le début d'une envie, d'un projet, d'un changement de vie. Il est des premières fois qui ouvrent notre horizon de sensations et de représentations. Elles ont cette vertu-là, desserrer le cercle autour de nous, nous montrer que le monde et les humains sont plus vastes que ce qu'on avait imaginé. Donc voilà, on va retrouver beaucoup d'éléments dans la présentation qui va suivre qui caractérisent ces premières fois, notamment dans la littérature jeunesse. Alors cependant, Claire Marin, elle dit que finalement, ces premières fois, c'est le propre des humains, c'est quelque chose qui serait une caractéristique des humains, parce qu'on serait, dit-elle, cette drôle d'espèce qui commence son existence dans la certitude de sa fin à venir. Donc finalement, notre finitude donnerait une saveur, un goût particulier aux premières fois. Et elle rajoute que ce serait de cette finitude que viendrait notre capacité à vivre intensément ces premières fois. Alors moi, je me permets de faire une objection à Claire Marin, je me dis, notamment avec la question de la littérature jeunesse dont on va parler juste après, c'est que finalement, est-ce que l'enfant qui n'a pas encore conscience de sa fin, de sa finitude, de sa mort finalement, est-ce qu'il est concerné par cette nostalgie? Est-ce que finalement, il vit les premières fois de la même manière que les adultes? Est-ce que l'enfant vit différemment les premières fois? C'est ce qu'on va se demander juste après. Alors, pour terminer ce petit itinéraire philosophique, je vous propose une expérience de pensée très rapide. Imaginez, il était une fois un monde où les premières fois n'existeraient pas. Bien, on se rend bien compte que malgré les échecs, les ratés des premières fois, parfois on aimerait bien commencer directement la deuxième fois, mais en vérité, sans première fois, il n'y a pas d'apprentissage, pas d'éducation. D'ailleurs, l'éducation, c'est souvent d'autres qui voient en nous une première fois, hein, par exemple les premiers pas du bébé, ses premières compotes, ses premiers mots. Et sans première fois, il n'y aurait pas de nouveauté, pas de liberté non plus, parce qu'on serait finalement condamné à répéter toujours la même chose, ce ne serait jamais une première fois, ni d'espoir, et sans doute pas d'histoire, alors que ce soit l'histoire avec un grand H, mais aussi les histoires qu'on se raconte. Et sans première fois, ce serait aussi beaucoup d'ennuis. Néanmoins, la question que je vous propose d'examiner ensemble dans ce qui va suivre, c'est la suivante. Donc, c'est l'expérience des premières fois est-elle partageable? Parce qu'on a dit, elle est singulière, elle est irréversible, elle est potentiellement non transférable. Donc, est-ce que ça a du sens de partager ces premières fois? Est-ce qu'on peut exprimer fidèlement le vécu d'une première fois à quelqu'un finalement qui ne l'a pas vécu? Est-ce que les mots, comme dirait Bergson, ne sont pas trop communs pour exprimer quelque chose qui est radicalement singulier? Alors, vous voyez que cette question-là, elle est à la fois tout à fait générale, hein, lorsqu'on a des discussions avec les gens, mais elle est aussi profondément ancrée dans la raison d'être de l'art et de la littérature de jeunesse en particulier,
puisque les premières fois sont un matériau très fertile de la littérature. Et donc, si il n'était pas possible de partager cette expérience, d'exprimer ces expériences, eh bien, ça remettrait en cause, évidemment, la littérature et les arts en général. Évidemment, on va montrer maintenant dans quelle mesure la littérature a des super pouvoirs, c'est-à-dire qu'elle permet justement de partager ses premières fois et bien d'autres choses encore. Alors, premièrement, comme super pouvoir de la littérature, j'ai voulu parler de cette irréversibilité dont je parlais tout à l'heure à propos du temps. Hein, la première fois, on ne peut pas la revivre, c'est impossible. Mais alors, est-ce que la littérature ne nous permet pas de revivre cette première fois? Finalement, par le texte, par le récit, je pourrais me replonger à nouveau dans cette première fois. Donc, finalement, ce serait une façon de défier l'irréversibilité. Deuxième caractéristique, deuxième super pouvoir, la littérature pourrait nous permettre de nous ouvrir à l'altérité, c'est-à-dire, finalement, de dépasser cette singularité. Je pourrais, grâce à la littérature, vivre par procuration les premières fois des autres. Et donc là, on peut retrouver notamment ce que Martha Nussbaum dit à propos de la littérature, hein, de cette possibilité par la littérature de sentir l'effet que ça fait, de se mettre finalement dans les pas, dans les chaussures d'un autre, par l'empathie. Et donc, finalement, la lecture eh bien, nous permettrait de développer cette empathie qui nous permet de nous mettre à la place d'autrui. Alors, cet autre super pouvoir, il y aurait cette idée que ça nous permettrait aussi de transcender notre finitude et la contingence de notre existence. Bah, finalement, idéalement, je ne vais pas tout vivre, de fait de mon statut, du fait de mon époque, du fait de mon genre, du fait du pays dans lequel je vis, etc. Hein, je suis située et donc je ne pourrais pas vivre toutes les expériences, toutes les premières fois qui existent. Sauf que grâce à la littérature, je peux vivre des choses que je n'aurais pas pu vivre sans. Par exemple, je peux très bien me mettre dans la peau d'un tueur en série. Donc, par exemple, pas quelqu'un que je ne partagerai pas forcément les mœurs et la morale. Eh bien, je peux vivre cette expérience malgré tout. Je peux vivre l'expérience de quelqu'un d'une autre époque. Je peux vivre l'expérience de quelqu'un d'une autre culture. Et donc, ça me permet de dépasser cette finitude et cette contingence. Et enfin, un super pouvoir que je trouve très intéressant à propos de la littérature, c'est celui de virtualiser la première fois. Et ça, c'est tout particulier pour la littérature jeunesse, puisque très souvent, les enfants vont vivre leur première fois en lisant. Et donc, dans la réalité, ce sera la deuxième fois. Et donc, finalement, il y a comme une inversion de l'ordre ici, une inversion de la réalité. On pourrait penser à ce que dit Oscar Wilde en disant que c'est la nature qui imite l'art et pas l'inverse. Bah là, on a un peu ça. C'est-à-dire que finalement, la littérature, les récits, nous permettraient de préparer la réalité, de préparer notre expérience dans la réalité. Il y aurait une première fois lu, une deuxième fois vécue. Et ici, on peut voir que ce pouvoir, il est finalement le fruit de deux tendances contraires chez les humains. Hein, ces deux tendances contraires, c'est l'amour du prévisible, hein, parce que ça rassure, ça tranquillise, mais aussi la peur de l'ennui, parce qu'évidemment, s'il n'y a pas de première fois, on le disait tout à l'heure, ce serait vraiment un ennui mortel. Et donc, c'est notamment Pascal Brunner qui dit dans Pourquoi nous racontons-nous des histoires que le récit nous permet d'adopter une stratégie de défense contre ces premières fois qui ne nous sont pas familières, qui nous déstabilisent. Parce que ça nous permet de vivre par procuration ce qui pourrait se passer, ou bien même, rétrospectivement, ce qui aurait dû ou pu se passer. Et donc, finalement, on a à la fois, donc comme je vous disais, ces deux tendances, hein, ce besoin de protection, pas trop de première fois, mais aussi ce goût de la nouveauté, on aime ça la première fois, on est tiraillé par les deux, et par le récit, finalement, on cherche à s'acclimater à l'imprévisible. Brunner dit que finalement, le récit nous offre une surprise ritualisée. Alors maintenant, voyons plus en détail le rapport des premières fois à la littérature jeunesse. Pour cela, je vais m'inspirer du ouvrage de Clémentine Beauvais, Écrire comme une abeille, et dans lequel elle dégage 7 caractéristiques du livre jeunesse, dont la nouveauté.
elle dit notamment que les premières fois sont un thème courant en littérature jeunesse, depuis le premier pipi jusqu'au premier baiser et au-delà. Et ces premières fois, d'ailleurs, sont souvent structurelles puisqu'elles servent dans l'intrigue. Hein. C'est un élément déclencheur, un déclic, une péripétie ou même un dénouement. Alors, on pourrait se dire, est-ce que finalement, les premières fois, comme le titre de cette matinée l'indiquait, est-ce que ce n'est pas le propre du temps de l'enfance et de l'adolescence? Après tout, ce qui est premier dans l'ordre chronologique, c'est bien l'enfance et ensuite l'adolescence. Et du coup, le risque peut-être avec cette restriction dans le domaine, dans le monde, dans le temps de l'enfance, ce serait que finalement, ce qui serait premier, ces premières fois, ce serait aussi le signe d'un manque d'expérience, de vécu, d'une naïveté finalement. La naïveté, hein, ça vient de ce qui est, de ce qui naît, hein, de ce qui est un commencement, de ce qui est donc la première fois. Et donc, vous voyez, ce qui balbutie aussi, hein, le balbutiement, c'est certes le fait finalement d'articuler de manière confuse et hésitante, un petit peu comme je le fais tout de suite, mais c'est aussi, on parle du balbutiement de manière figurée aussi pour dire que finalement, c'est ces premières fois un peu hésitantes où finalement, on a du mal à s'engager, peut-être qu'on n'en est qu'à ses débuts. Alors, moi, je pense que les premières fois, enfin, je pense, je ne suis pas la seule à le penser, hein, mais elles ne se restreignent pas que à l'enfance et à l'adolescence, mais aussi aux adultes, et que c'est même un processus à cultiver, ces premières fois. C'est ce fameux titre, hein, que je vous ai proposé aujourd'hui, Réapprendre à voir le monde, finalement. Le ré, hein, c'est à la fois pour les adultes, finalement, réussir à voir toute chose, toute expérience comme une première fois. Finalement, il n'y a pas d'âge pour vivre des premières fois. Chaque âge a ses premières fois, mais on peut aussi revivre les premières fois, réapprendre ses premières fois. Et oui, parce que finalement, la littérature jeunesse, et notamment l'album, il s'adresse aussi à un lectorat second, les adultes. Finalement, on pourrait se dire que grâce à la littérature jeunesse, eh bien, les enfants pourraient vivre ces premières fois par procuration, hein, ces premières fois qui sont célébrées, qui sont magnifiées, esthétisées dans la littérature jeunesse, mais que les adultes aussi pourraient finalement accéder à une appréciation renouvelée du monde. Ils pourraient finalement revivre ces expériences sans le parasitage de la nostalgie. Je dis parasitage de la nostalgie parce que finalement, ils pourraient accéder à des choses qu'ils auraient pu ne pas finalement vivre à l'époque. Dernière chose, cette nouveauté, hein, elle ne signifie pas forcément une opposition à la tradition, dit Clémentine Beauvais. Dans la tradition, il peut y avoir aussi cette expérience de la première fois, notamment par les rites de passage. Je disais tout de suite que finalement, vivre par procuration, eh bien, c'est aussi ça, hein, c'est-à-dire, grâce à la littérature, permettre de s'acclimater à ces rites de passage. Et puis, dernière chose que dit Clémentine Beauvais à propos de cette caractéristique de la nouveauté, eh bien, c'est que les premières fois qu'on retrouve dans la littérature jeunesse, c'est quand même souvent les mêmes. Ça, je trouve ça vraiment intéressant parce qu'elle nous dit, à l'inverse, est-ce qu'il n'y a pas des premières fois qui ne sont pas du tout représentées? Et c'est justement ce que je trouve vraiment intéressant de se questionner aussi quand on, finalement, en tant qu'éditeur, propose de vivre des premières fois, c'est de se demander est-ce que c'est des premières fois qui sont nouvelles, nouvelles aussi dans la littérature jeunesse. Bon, alors je vous ai proposé, alors c'est vraiment évidemment non exhaustif, mais trois ouvrages de littérature jeunesse qui parlent des premières fois. C'est un petit peu pour illustrer le type de première fois qu'on peut retrouver dans la littérature jeunesse. On a par exemple Mes premières fois de Lucie Gomez qui est paru là au mois d'octobre chez Bayard Graphique. Alors là, c'est plein de premières fois au moment de l'adolescence, hein, donc c'est pour le passage à l'âge adulte, qui sont représentés souvent avec humour. On a ce merveilleux ouvrage qui s'intitule Les Printemps d'Adrien Parlange, des éditions La Partie, où là, il y a vraiment un accord entre fond et forme, et finalement, cette idée que la première fois, par exemple, le premier goût d'une fraise des bois, eh bien, elle peut aussi être transmise, hein, c'est ce passage de témoin, de relais,
puisqu'ensuite, c'est le père qui transmet ça à son enfant. Et puis, j'avais aussi envie de vous mettre l'exemple de la BD, la bande dessinée de Annie Sullivan et Helen Keller, de Joseph Lambert, aux éditions Ça et Là, où, alors, je ne veux pas trop spoiler, mais il y a vraiment ce moment, Helen Keller, hein, elle était aveugle et sourde. Et donc, elle a appris, c'est sa professeure qui lui a appris à signer. Et donc, il y a ce moment, cette première fois où elle comprend ce que c'est que le langage, qui est particulièrement bien représenté dans cette bande dessinée, qui est très émouvant, un moment très émouvant, et où là, il y a une véritable réflexion sur comment nous faire accéder, par exemple pour des gens qui sont voyants, qui sont capables d'entendre, eh bien, comment nous faire accéder à cette émotion d'accéder au langage. Et voilà, c'est vraiment une prouesse éditoriale, je trouve, ici. Alors, venons-en maintenant à Anne, donc la collection que je dirige dans la maison d'édition Bel et Bien, qui s'intitule Sages comme des images. Alors, l'expression traditionnelle Sages comme des images, hein, elle véhicule deux conceptions. D'une part, celle d'un enfant docile, silencieux et obéissant. D'autre part, l'image qui serait inerte et muette. Alors ici, nous, dans cette collection, on prend vraiment le contre-pied de cette double interprétation, parce qu'on considère la sagesse dans son sens fort, une quête de la vie bonne, un goût du vrai et du beau, un souci du soi. Et donc, on croit aussi à la sagesse des images, au sens où elles nous permettent de ressentir, de penser et de vivre ces premières fois. On croit aussi à la sagesse des enfants, parce qu'ils ont un appétit pour les questions existentielles, pour la réflexion sur les choses, même souvent très métaphysiques. Et donc ici, l'idée, c'est que les albums de jeunesse qu'on cherche à proposer dans cette collection, eh bien, le but, c'est d'offrir un temps et un espace pour se questionner et nourrir ce désir de sagesse qui est littéralement cette philosophie. Alors, dans cette collection, les albums, ils sont conçus par leur format pour une lecture partagée. Ils sont 24/30. Et donc, ça permet vraiment de pouvoir se mettre côte à côte, ou même, par exemple, de le partager avec un groupe d'enfants. Et donc ici, c'est aussi l'idée que l'enfant et l'adulte s'accompagnent mutuellement dans la lecture. Ce n'est pas seulement l'adulte qui lit à l'enfant, mais c'est aussi l'enfant, par le partage, par les échanges dans cette lecture partagée, qui bien souvent aide l'adulte à réapprendre à lire, à être ce fouineur attentif aux détails dans l'illustration et à la musique et la poésie du texte. Hein, c'est très souvent, l'enfant va pointer un endroit sur l'image, un petit détail que lui a vu. Et donc, finalement, on pourrait penser à la phrase de Picasso, hein, qui dit qu'il faut beaucoup de temps pour réapprendre à peindre comme un enfant. Eh bien, là, c'est pareil. Il faut beaucoup de temps pour réapprendre à lire comme un enfant, c'est-à-dire finalement à être sensible aussi aux détails qui est à la forme et à l'expérience du livre et de l'album en particulier. Le but aussi de cette collection, c'est de cultiver l'étonnement. Alors, l'étonnement, c'est quelque chose qui est très important en philosophie. Hein. C'est finalement cette première émotion qui permet la réflexion, qui permet de se dire mais pourquoi est-ce comme ça, qui pose les premières questions. Hein. Mais cette capacité d'étonnement, elle n'est pas donnée une bonne fois pour toutes. C'est un processus permanent de l'humain et qui nécessite un minimum de conditions favorables pour le développer. Et donc, il ne suffit pas simplement, par exemple, de montrer quelque chose pour que ça étonne. Il faut aussi penser, finalement, une mise en place, certaines conditions, notamment ici éditoriales, hein, que ce soit dans la forme de l'objet livre, que ce soit dans le rapport texte-image, que ce soit dans le choix des textes initiaux, eh bien, pour justement cultiver cet étonnement, susciter cette capacité d'étonnement. Alors, l'étonnement, il se distingue de deux choses, hein, la surprise et l'émerveillement. L'étonnement, il se distingue de la surprise parce que finalement, la surprise, être surpris ou même être étonné, ça suppose la passivité d'un sujet. Et donc ici, plutôt que être étonné par quelque chose d'extérieur, le but, c'est aussi que l'enfant s'étonne. Donc il y a vraiment cette idée que ça vient du sujet, ça vient de l'individu, du lecteur. L'étonnement, il est lié à l'interprétation. Souvent, l'interprétation, notamment quand on grandit, quand on devient adulte, eh bien, elle se base sur des codes.
on lit grâce à des codes, des outils, des repères. L'enfant, lui, n'a pas assimilé tous ces codes qui aident à interpréter. Mais du même coup, il est aussi davantage capable de porter un regard neuf sur les choses. Et donc, vous voyez, j'insiste sur cette lecture partagée parce que finalement, les deux, enfants et adultes, vont s'apporter mutuellement, à la fois l'adulte pour aider à l'enfant à apprendre les codes qui permettent l'interprétation, mais aussi l'enfant qui permet de renouveler la lecture et l'interprétation de l'album. Alors, comme je vous disais, le travail éditorial, il a comme ligne directrice cette culture de l'étonnement, mais aussi cette esthétisation de la nouveauté. Et donc ici, concevoir un livre, concevoir la lecture elle-même comme un ensemble de moyens qui visent à susciter l'étonnement chez le lecteur, qui visent à rassembler, à réunir les conditions pour qu'une situation ait la capacité à générer l'étonnement chez le sujet. Et finalement, penser la lecture comme aménagement d'un milieu fournissant au lecteur l'occasion de s'étonner, de remettre en jeu les allants de soi. Alors, du coup, la question pour nous en tant qu'éditeurs, c'est comment susciter cet étonnement, comment esthétiser cette nouveauté, comment accompagner aussi l'étonnement, parce que parfois, ça peut être aussi une source de perplexité, voilà, de quelque chose qui nous bouscule, qui nous fait nous remettre en question. Et donc, pour aider, en fait, pour accompagner cet étonnement, eh bien, on met un soin particulier à l'esthétique des albums, qu'elle concerne d'ailleurs le texte ou les illustrations. L'idée, c'est de susciter l'appétence des lecteurs et les inciter à devenir des fouineurs attentifs. Et donc, l'interprétation, elle est possible à chaque page du livre, grâce au blanc du texte, au blanc des images, à l'association ou à la dissociation des textes et des images. Je vais vous donner des exemples juste après. Dernière chose, souci donc de notre maison d'édition, c'est aussi de représenter ces premières fois dans leur diversité et dans leur inclusivité. Parce que comme je vous disais tout à l'heure, les premières fois, c'est souvent les mêmes. Donc, il faudrait questionner, il faut demander quelles premières fois ne sont pas représentées, mais aussi les premières fois de qui. Et donc, ici, il y a aussi cette idée que, en tant qu'éditeur, on a sans doute aussi la responsabilité de montrer que ces premières fois, eh bien, que souvent universelles, eh bien, peuvent être vécues par d'autres personnes qui sont souvent invisibilisées. Et finalement, phrase que j'ai découverte dans le livre de Clémentine Beauvais, c'est « Faites-nous devenir en vous lisant une personne qui gagne du monde, une vision renouvelée ». Je trouve qu'à la fois, elle illustre bien cette matinée sur les premières fois, mais aussi c'est un peu un leitmotiv et un guide en tant qu'éditeur sur la question des premières fois en particulier. Alors maintenant, venons-en à la présentation des albums de la collection qui est toute récente, puisqu'il n'y a que 2 albums pour le moment. Donc, on est aussi à nos premières fois dans cette collection. Alors, tout d'abord, Juste un caillou, qui est écrit par Vanessa Mouret-Soriano et illustré par Chloé Leray. Il est sorti l'année dernière, en novembre 2022. Je le présentais d'ailleurs au webinaire pro l'année dernière. Et puis Moi Monde, qui sort dans quelques jours, qui est écrit et illustré par Isha Liu. Alors, tout d'abord, Juste un caillou. Dans cet album, les premières fois sont très présentes, notamment parce que ce qui est central, c'est la thématique du temps qui passe. C'est à la fois le temps interne au récit principal, c'est toute une année, donc on voit les 4 saisons, mais aussi grâce au récit enchâssé, puisque finalement, on a à la fois des souvenirs d'enfants, même de bébés, et finalement la posture de l'adulte qui regarde ses souvenirs. Je vous montre tout de suite quelques extraits pour que ce soit plus clair. Par exemple, on a cette double page qui illustre les premières fois, les premiers pas, la première main qui touche celle du grand-père, le premier panier de basket, les premières photos, etc., etc. La première fois qu'on écrit son nom, enfin bref. Et donc, tous ces souvenirs qui participent à la fois à la nostalgie de l'adulte qui lit, mais aussi où l'enfant se reconnaît parfois dans l'immédiateté de ce qu'il a vécu très récemment. Enfin, on a aussi, à la toute fin du livre, cette double page
où cette fois-ci, devant la commode, on imagine que c'est quelqu'un de plus grand, donc peut-être le personnage principal qui a grandi. Alors, on laisse toujours en suspens en interprétation, on peut le comprendre autrement, mais on retrouve en fait dans ces éléments-là tout un tas de détails qui figurent dans l'album et qui suggèrent finalement que le temps a passé et que le personnage a grandi, et donc aussi qui cristallise ces premières fois, cette première médaille, ces premiers diplômes, ces premiers feux de camp, cette première photo de classe, etc., etc. Donc, vous voyez, il y a finalement, dans cet album, finalement, on fait cohabiter la nostalgie des premières fois pour l'adulte et aussi la découverte des premières fois de l'enfant. Donc, les deux lectorats. Et puis, dernier extrait pour juste un caillou. Je voulais vous montrer cette double page pour illustrer un exemple de l'étonnement, de cette culture de l'étonnement qu'on cherche à faire grâce notamment au décalage, à la dissociation entre le texte et l'image. Par exemple, là, vous avez le petit garçon qui dit que ces pierres ne servent à rien, juste avant, et son papa qui lui répond, qui servent à tout, c'est toi qui vois. Et l'enfant qui répond, il n'y a rien à voir. Et on voit bien qu'il y a un contraste entre ce que le papa a fait sur le drap du lit avec les pierres qui étaient tombées, et puis l'enfant qui dit il n'y a rien à voir, alors qu'en fait, les 3 petits points suggèrent que peut-être il y aurait quelque chose à voir. Deuxième album de cette collection toute nouvelle, eh bien, c'est Moi Monde, donc illustré et écrit par Isha Liu. Et alors, même chose, on a à la fois les premières fois comme thématique, hein, puisque ça, c'est la première, comme ça que commence le livre, hein, finalement. Je suis venue au monde dans un pays inconnu. Et si la philosophie, c'est regarder les choses habituelles, si c'est les trouver bizarres, ben, finalement, comme pour le nouveau-né, tout est inconnu. Naître en France, naître en Chine, naître en Australie, eh bien, c'est trouver que ce pays est inconnu. Donc, finalement, ici, le pays inconnu, c'est le pays inconnu pour tout nouveau-né. Et puis, bah, venir au monde, hein, c'est évidemment, ça cristallise, c'est le symbole même des premières fois, hein, premier souffle, premier cri, premier regard. On trouve aussi les premières fois dans cette double page, puisque c'est aussi les premiers jeux d'enfants. L'enfant qui joue à être, par exemple, on connaît tous les jeux de la marchande, du cow-boy des Indiens, etc., ou qui joue à être plus grand qu'il n'est. Par exemple, dans cette illustration avec qui joue à se maquiller, qui joue à se costumer, se déguiser, à jouer au grand, à jouer à l'adulte. Et donc ici, bah, finalement, en jouant à, on retrouve cette idée qu'on vit la première fois de façon par procuration, par le jeu, par la fiction. On a aussi, avec cette double page, l'idée que les premières fois, ça peut être aussi la rencontre avec l'altérité, notamment, par exemple, les premiers émois, les premiers amours, et finalement, tout le questionnement, toutes les interrogations, tout parfois même les perplexités que ça provoque. Ici, par exemple, un casse-tête. Enfin, je terminerai cette présentation en disant que la question que j'avais posée initialement, c'est cette idée que est-ce qu'il y avait une différence entre les premières fois des enfants et des adultes? Eh bien, je pense que cette double page peut illustrer cette différence, puisque si, comme je vous disais, l'adulte a tendance à vivre avec nostalgie ses premières fois, eh bien, l'enfant, lui, n'a pas tout ce temps passé, et donc il peut aussi assumer la nouveauté vécue au présent, et qu'il peut aussi vivre véritablement une situation dans laquelle il est impossible de savoir quelles transformations vont suivre. Et donc, cette idée d'espoir aussi et de liberté qui est attachée aux premières fois de l'enfant, peut-être contrairement aux premières fois de l'adulte, en tout cas de la majorité des premières fois des adultes. Donc ici, on voit avec cette double page qui termine l'album, bah, cette idée que c'est le premier envol, l'émancipation, mais qui ouvre vers un avenir qui est incertain, qui est inconnu, mais qui est aussi source de rêves, d'espoir, et pourquoi pas aussi d'utopie. Donc je terminerai en disant que si tout le monde peut songer à philosopher, la figure de l'enfant peut en être le paradigme. Le geste philosophique est enfantin plus qu'infantile. Il est étonnement, première fois, regard neuf, et non pas obéissance, comportement attendu par l'éducation et soumission à l'autorité. Et finalement,
on pourrait dire que ces premières fois que nous offre l'enfant et que nous offre la littérature jeunesse grâce à ces ouvrages, à ces livres, eh bien, nous permet aussi, pourquoi pas aussi, de développer une certaine résistance face à l'habitude, au quotidien, mais aussi à l'autorité. Voilà, je vous remercie. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Là, je vais juste te laisser le temps peut-être